Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Basket Session Reverse, nouveau CQFR. Shai, une nouvelle nuit de pré-saison et les Français ont plutôt brillé. Il y avait un choc entre les Sixers de Gershon Yabusele et les Hawks de Zachary Rizaché. Les deux ont été plutôt bons. On peut commencer peut-être avec Gershon, 10 points, 11 rebonds, 4 sur 6 au tir, 2 sur 4 à 3 points, 3 passes décisives, plus 14 en 21 minutes. Belle perf de Gershon Yabusele en sortie de banc lors de cette victoire des Sixers. Absolument, dans le rôle qu'on lui imagine un peu cette année aussi. Je sais qu'il y en a qui le voient aussi titulaire, ce qui est une possibilité, mais il apporte toujours beaucoup d'énergie en sortie de banc, beaucoup de physique. Et sa présence s'est fait sentir, parce que plus 14 de différentiel, et ça a bien servi aux Sixers. Et je pense que c'est un peu dans ce registre-là qu'on le verra cette année, plutôt que dans le 5, même si c'est là aussi, c'est une possibilité. Mais fidèle à lui-même, quoi. Yabusele, c'est une constante, on l'a vu en équipe de France au niveau de cette intensité-là. Donc, c'est pour ça que son retour fait sens et que les Sixers ont misé sur lui, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, clairement, ça va être. De toute façon, on sent que ça va être un joueur important du banc de Philly. Philly qui a joué, bon, pas tout à fait au complet. Il n'y avait pas Embiid, mais on a vu Tyrese Maxey qui a mis 14 points. On a vu Kelly Oubre qui avait 14 points. Euh, Peut-être plus ou moins pas loin du 5 de départ. J'arrive pas à savoir si Eric Gordon va être dedans. Est-ce que tu arrives à voir s'il manque quelqu'un? Ouais, si peut-être Caleb Martin, mais là il sortait du banc. Mm. Les choses vont être distribuées malheureusement avec la probable blessure de Paul George, mais ça c'est. J'allais y venir, j'allais dire du coup, par contre, la mauvaise nouvelle du côté des Sixers, c'est le fait que Paul George n'a joué que 12 minutes, il a mis 8 points en 12 minutes et blessure au genou, une hyper extension. Alors, c'est pas la blessure la plus vilaine au genou, Ouais. et voilà, ta nouvelle recrue dont tu connais l'état de santé, tu connais l'historique de blessure, tu connais l'historique de blessure aussi au genou. Et là, hyper extension dès le début de la saison, donc ça potentiellement plusieurs semaines d'absence. Ça peut aller entre hyper extension, ça va entre 2 et je sais pas 4-5, ça dépendra des précautions qu'ils veulent prendre, mais bon, tout de suite un début de saison sans Paul George. A priori, en tout cas, à la sortie du match, il a dit qu'il n'était pas inquiet, que il semblait pas que c'était une blessure grave, mais dans tous les cas, ils vont prendre beaucoup de précautions. Oui, tu l'as dit, il a un historique de blessures. C'est une saison très très importante. Déjà, juste avant, on avait appris que Joel Embiid ne jouerait probablement plus jamais de back-to-back. Il a dit, il a utilisé ces termes-là. Je pense que les Sixers vont être très prudents et c'est juste dommage de ne pas pouvoir, probablement, hein, peut-être que la reprise est dans moins de 10 jours, peut-être que peut-être qu'il sera là, mais je vois pas l'intérêt de forcer d'entrée s'il est diminué. Peut-être qu'il vaut mieux attendre effectivement qu'il soit rétabli. Déjà, on va connaître l'étendue de la blessure. Ça a l'air d'être plus une hyper extension qu'un truc vraiment très très moche. Il y a pas. Alors sur le coup, tu es un peu inquiet parce que tu vois le ralenti, ça tord. Bon, mais bon, si lui dit après qu'il est plutôt rassuré et pas trop inquiet, ça va. C'est pas comme ça que. Bon, les Sixers n'ont pas toujours ultra bien communiqué sur les blessures par le passé, mais là, moi non plus, je me fais pas trop de soucis. C'est juste que c'est dommage de pas pouvoir compter sur lui tout de suite parce que je serais très surpris qu'on le voit au premier match des Sixers. Après, l'avantage, c'est que Philly a vraiment l'effectif pour. Mm. Je pense qu'il reste 2 stars, il y a pas mal de bons role-players. Il y a un joueur comme Kelly Oubre, Caleb Mm. Martin, c'est des gars qui, sur certaines périodes, peuvent prendre un relais un peu plus grand en attaque. Je pense notamment à Kelly Oubre. Ouais, Donc et puis il y bon, a d'autres mecs qu'ils ont bien fait jouer en Summer League et pré-saison, comme Ricky Council, même Jared McCain, qui est un peu plus adroit là que pendant la Summer League où on rigolait un peu parce qu'il avait du mal à mettre dedans. Là, bon, c'est qu'un rookie, hein, mais il commence à prendre un peu confiance. Donc, ce genre de choses, ça peut aider aussi à compenser quelques jours ou semaines d'absence. Et du coup, je le disais en face, il y avait donc les Hawks de Zachary Rizaché. Alors, il n'a pas été aussi étincelant que lors de son premier match de pré-saison, mais il a été bon. Il a été bon, Rizaché. En 23 minutes, il met 14 points avec 8 rebonds, une passe, 5 sur 11 au tir. En fait, il a manqué d'adresse à 3 points. Il a eu des bons tirs à 3 points, c'était des bons tirs à prendre. Juste, voilà, c'est pas tombé dedans pour cette fois. Il fait 1 sur 5, comme je le disais, derrière l'arc. Mais encore 14 points, encore un moyen pour s'illustrer. Voilà, il se met en avant. Clairement, on sent qu'il y a j'espère que les Hawks, sans doute, se font le constat qu'il y a vraiment un bon joueur. Je ne vais pas me répéter ce que j'avais déjà dit l'autre fois, mais voilà, il y a de la taille, il y a potentiellement de l'adresse, il y a une capacité à jouer avec, sans le ballon. Enfin, avec le ballon, ça sera l'un des gros points de la saison, mais il est a priori plutôt capable. Et ouais, malgré la défaite, ça reste intéressant de voir cette perf de Rizaché qui termine meilleur marqueur de son équipe au passage. Absolument. Non, mais il y a de l'agressivité, il tente des choses. Comme je le disais pour plein d'autres Français, que ce soit pour Alexa ou Tidjane Salin, j'aime le fait qu'il n'y ait pas
a pas d'inhibition, qui tente des choses. Là, à 3 points, c'est pas rentré aujourd'hui, mais il a été agressif vers le cercle, il a pas mal drivé, il a provoqué des fautes, il est allé 4 fois sur la ligne. Tu as l'impression qu'il sent bien le jeu quand même, tu vois, et ça, c'est très, très rassurant. Et avec la répétition des minutes et des matchs, je pense que les Hawks ont clairement grafté un joueur solide, et ils le savent, hein. Tu te demandais s'ils en avaient confiance. Je pense que le fait qu'il l'ait choisi, malgré l'incertitude autour de la draft de cette année, je pense que c'est quand même, c'est pas un hasard. Je pense qu'ils vont lui faire confiance, et ce qu'il montre là sur des matchs de pré-saison, je trouve ça aussi très rassurant. D'ailleurs, DeAndre Hunter est toujours pas vraiment dans son assiette. Mm. Le joueur avec qui il sera potentiellement en concurrence, là, Hunter, il a joué 15 minutes, 2 points, une interception. Vu qu'on parle de rookie, on peut enchaîner peut-être avec Zach Edey, qui Ouais. n'était cette fois-ci pas dans le 5 des Grizzlies, ce qui avait été le cas lors des précédents matchs de pré-saison. Par contre, il a été très bon. Edey, dans le sens où il a marqué 23 points, si je dis pas de bêtises, j'ai plus. Ouais, Ouais. 23 points, 9 rebonds, le tout en seulement 19 minutes, 10 sur 15 au tir. Grosso modo, il a maltraité la raquette des Pacers, victoire de Memphis 120 à 116. Et je pense que c'est exactement ce qu'on verra en fait par moment en NBA. C'est-à-dire que s'il y a une équipe où à l'intérieur c'est un peu fragile, ou même pas juste fragile, mais que ça laisse des espaces à l'intérieur, un mec comme Zach Edey, il va aller mettre ses points, et ça peut faire des différences. En tout cas, voilà, très belle perf de sa part lors de cette victoire. Il y a eu aussi 23 points de Desmond Bane du côté de Memphis. Ouais, t'as raison, Pour les Grizzlies. Eddie il punira les line-up qui sont trop petits, je pense, qui sont pas taillés pour défendre correctement sur lui. Là, bon, c'était des Pacers sans Pascal Siakam, sans Tyrese Haliburton, mais on peut imaginer qu'il sera aussi parfois utilisé contre des second units, et il pourra sanctionner comme ça, parce que tu l'as dit, parfois on a l'impression qu'il joue contre des enfants, quoi. Il est tellement grand, et il est habile, il a des moves, il a des mains. C'est une bonne pioche. Je sais juste pas. Il y en a pas mal qui l'imaginent dans le 5 avec un gros temps de jeu. Moi, j'aime bien l'idée de le faire rentrer pour punir. C'est pas juste un mec qui est grand, c'est ce qui est intéressant, hein. Il a d'autres qualités. Donc, moi, je l'aime bien en sortie de banc comme ça. C'est pour ça aussi que j'y croyais moins en tant que rookie de l'année. Mais s'il met 20 points à chaque fois qu'il rentre, 20 points, 9 rebonds, Il a même pas besoin de mettre 20 points pour être rookie de l'année, hein. bien S'il sûr, fait 12-9, il peut être rookie de l'année, quoi. c'est possible, ouais. Mais oui, tu as raison. C'est une prestation plutôt impressionnante de sa part. Et il y avait aussi un autre rookie, c'est Tonga Kawamura, le rookie, qui a mis 10 points, 7 passes. Des jolies passes en plus, quelques très jolies passes, quelques beaux shoots. Alors il se bagarre pour avoir sa place, hein, et moi je pense il a un profil atypique. On va pas dire le contraire, on vient de sortir un MOOC small, on va pas dire qu'un mec d'1m72 a pas sa place, tu vois. Et ça a failli être le bourreau des Bleus pendant les Jeux Olympiques, hein. Il nous a bien fait mal quand même. Il était incroyablement chaud. Donc je veux dire, s'il a des positions ouvertes, s'il a un peu d'espace pour être playmaker, parce que c'est un bon playmaker aussi, je pense qu'il a tout à fait sa place chez les Grizzlies, et je serais content de le voir cette année. Allez, on a parlé de performance, on va enchaîner sur une contre-performance, celle de Klay Thompson. Alors, évidemment, il n'y a rien d'inquiétant, on est en pré-saison, mais c'est quand même, je pense, au moins important de juste souligner le fait que Klay est complètement passé au travers de ses 2 premiers matchs avec les Mmh. Mavericks. Donc là, il y a la défaite de Dallas, bon, ça c'est anecdotique, contre Los Angeles 110-96. Autre point important, il n'y avait ni Luka Doncic ni Kyrie Irving. Et ça, quand même, ça joue beaucoup, notamment sur le rendement de Klay. Ça va être le jour et la nuit. Klay, le premier match, il avait mis 10 points à 3 sur 9, et il avait joué la carte de la nervosité en disant qu'il n'avait pas été aussi nerveux depuis très longtemps. Mmh. Là, le problème, c'est qu'il ne peut pas sortir cette carte, et ça a été encore pire. 0 points, 0 sur 9. Ouais. Aucun tir rentré, 0 sur 6 à 3 points, sachant qu'il avait déjà fait 3 sur 6, je ne me souviens plus dans le match précédent. Bref, en tout, là, il est à 3 sur 18 depuis le début de la pré-saison au tir. Il avait fait moins 19 dans le match précédent, là, moins 14, 4 ballons perdus. Bref, bon, tout ça pour dire que Klay est passé à côté. Donc voilà, je dis que c'est effectivement pas inquiétant, mais c'est un joueur qui a besoin de confiance. C'est pas le meilleur moyen de se mettre en confiance. En tout cas, Non, mais c'est sûr qu'on aurait aimé le voir en l'absence de Luka et Kyrie. Tu peux te dire, bon, il y a Klay Thompson. Et ça ouais, mais il a rejoint besoin la d'eux. question qu'on se posait sur les Mavs hier dans le podcast, par rapport à leur troisième option. Est-ce qu'il y a une vraie troisième option forte? Est-ce que c'est juste des joueurs d'un niveau égal après? Bon, bah, la Klay sans Luka, sans Kyrie, il n'a pas montré beaucoup d'aisance, on va dire. T'as raison, et en plus des ratés, il y a les pertes de balles. Ils sont à moins 14 quand il est sur le terrain. Voilà, bon. On ne tire pas de conclusion hâtive. Juste pour l'instant, on constate qu'il n'est pas encore dans une forme qui lui permet ne serait-ce que de porter un second unit, par exemple, s'il venait à sortir du banc, ou si les 2 autres sont pas sur le terrain en même temps que lui. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il reste un peu de temps. On va lui laisser le temps de se remettre, hein, mais bien sûr qu'on aurait préféré le voir tout de suite
claquer 20 points et dire bon, bah, il n'y a pas les deux stars, moi je suis là, il n'y a pas de souci, c'est certain. Mais pour l'instant, il n'en est pas encore là, malheureusement. Ouais, du côté des Mavs, ceux qui se sont montrés, c'est Jaden Hardy, qui est toujours vraiment, je pense, c'est un joueur intéressant. Peut-être c'est l'année où il va passer un cap. C'est quelqu'un qui a de la percussion balle en main. 16 points, 4 passes pour Jaden Hardy. Il y a aussi eu 20 points de Quentin Grimes. Quentin Grimes en sortie de banc, donc Ouais. à 7 sur 11. Du côté des Clippers, pour le coup, il y a plein de mecs qui se sont montrés. Alors, on sait que c'est une équipe avec potentiellement beaucoup de role-players. Ils n'ont pas de chance d'être à l'ouest quand même, les Clippers, parce que je pense que c'est le genre d'équipe à l'est qui aurait réussi à concurrencer le mot est peut-être un peu fort, mais qui aurait été, tu vois, dans la même vibe qu'Indiana, dans le sens où ça joue dur avec plein de bons role-players et un gars qui a beaucoup le ballon, donc James Harden. Ouais. Harden, 10 points, 12 passes. Oui, parce que Kawhi, à ce stade, je ne le compte pas pour l'instant. 12 points de Derrick Jones Jr., l'ancien Mavs, qui a été plutôt adroit. 11 points, 12 rebonds, 4 interceptions pour Ivica Zubac. 13 points Norman Powell. 12 points Kai Jones. Ouais. Qui revient. Il est là. Retour de Kai Jones. 12 points de Kai Jones. 18 points de Kevin Porter Jr., qui lui est plutôt bon sur la pré-saison. De toute façon, on sait que c'est un mec qui a du talent. 18 points, 5 rebonds, 6 passes, 3 interceptions. 9 points d'Amir Kofi. 9 points de Chris Dunn. Voilà, Nicolas Batum n'a pas marqué. Bon, je pense que Batum. Ouais, il a pris 15 de toute façon. Mais par contre, 2 interceptions, 2 contre, 3 passes, 3 rebonds. Ouais. Je pense que de toute façon, la pré-saison, Batum, ça ne le concerne même plus à ce stade. Mais voilà. Et troisième victoire en 4 matchs des Clippers. C'était leur premier match aussi à l'Intuit Dome, donc premier panier de l'histoire de l'Intuit Dome par Derrick Jones Jr. en début de match. Même visuellement, ça rend bien déjà à la télé. Et j'attends de voir en configuration match un peu bouillant avec le fameux mur derrière à façon Dortmund là. J'attends de voir, mais ça a quand même de la gueule déjà. Brooklyn a écrasé Washington 131-92. On n'avait pas nos Français du côté de Washington, ni d'Alexar, ni de Koulibaly. 13 points pour Jordan Poole. Du côté des Nets, 17 points de Cam Thomas, 11 points de Ben Simmons quand même, à 5 sur 7. Les fans des Wizards étaient dégoûtés. Genre, on est tellement nuls qu'on donne l'impression que Ben Simmons est redevenu un bon joueur de basket. C'est évidemment très dur parce que, mais bon, son premier match avait été un peu difficile. Là, c'est surtout en début de match. Il a très bien attaqué le match. Pareil, très agressif, beaucoup d'attaques vers le cercle. Et après, il a joué que 13 minutes. Donc, tout le monde va attaquer beaucoup le cercle contre les Wizards. Mais c'est bien qu'il l'ait fait. C'est pas du tout logique, pour. Ouais. Après, en 13 minutes, il a quand même eu le temps de nous faire l'action Shaq Tinofoul de la pré-saison. Enfin, d'être sur l'action de Shaq Tinofoul de la pré-saison, où il se paye une glissade devant Kuzma qui a l'impression d'avoir fait le cross du siècle. Et derrière, il prend son temps, il tire à 3 points, il envoie une saucisse en airball. C'est magique. 0 sur 6 à 3 points d'ailleurs de Kuzma. Les Wizards vont être encore divertissants en ce début de saison. Si Poole et Kuzma ou Cool et Kuzma, comme tu les avais appelés il y a quelques Kuzma semaines. est cool. Non, pardon, oui, Kuzma est cool. Je cherchais et ils vont encore, je pense, nous faire quelques petites clowneries, à mon avis. Et les Bucks ont battu les Bulls 111-107, presque un derby entre les deux équipes qui sont pas loin l'une de l'autre géographiquement. 24 points, 10 rebonds, 4 passes en 23 minutes pour Giannis, qui est allé sur la ligne 16 fois, quand même 12 sur 16 au lancer et s'est baladé. 20 points pour Lillard. Voilà, c'est toujours bien de voir Lillard et Giannis briller ensemble. 10 points pour Gary Trent Jr., 11 points pour Brook Lopez. Du côté des Bulls, Josh Giddey, 12 points, 5 passes. 16 points et 15 rebonds pour Alex Sanogo. Et voilà, bon. Et après, il y a eu des. Matas Buzelis c'est pas trop mal débrouillé. Il a remis 15 points, sachant qu'il s'était complètement troué. J'ai dit, pardon, Adama Sanogo, je sais pas pourquoi je l'appelais Alex. Alex, c'est le joueur de foot, je dis pas de bêtises. Pour Buzelis, ce que je disais, c'était complètement troué dans le match précédent. Là, il a mis 15 points. Absolument. Et je suis content de voir qu'il y a des matchs. Je sais pas si tu avais vu l'autre jour LeBron qui disait pourquoi on prend l'avion pour aller chez plus haut en pré-saison, on va à l'autre bout du pays et tout. Là, on sait bien géographiquement. Un Milwaukee, Chicago, c'est quand même plus logique quoi, pour de la pré-saison d'éviter de faire des vols de fou. Voilà, c'est ma remarque éco-friendly du matin. mais sinon, les Bulls, ça me paraît être une transition intéressante pour le sujet suivant, non, Antoine? Et oui, exactement, parce que du coup, les Bulls, on risque de bientôt retrouver Lonzo Ball. Et ça fait quand même un moment, il n'a pas joué depuis janvier 2022. Ouais. Donc ça va faire 2 ans et demi, plus que 2 ans et demi. Et il devrait rejouer mercredi soir contre Minnesota lors du dernier match de pré-saison de Chicago. Ça, c'est une belle nouvelle déjà pour les amateurs de basket. Moi, j'ai été un fan de Lonzo Ball. Enfin, un fan, c'est un grand mot, mais je trouvais que c'était un joueur vraiment très intéressant. Je ne sais pas dans quel état on va le retrouver, mais
content de savoir qu'il va rejouer. Ça me fait penser un peu à Jonathan Isaac, quoi. Tu vois. Grosse force mentale quand même, parce que pour Lonzo Ball, parce que il y avait même cette histoire du fait qu'il pouvait même pas se lever de sa chaise à un moment, qu'il n'arrivait pas à marcher correctement. Enfin, tout le monde le considérait quasiment comme perdu pour le basket. On savait même pas s'il allait pouvoir se déplacer correctement, tellement il avait enchaîné les blessures et que les opérations servaient pas. Puis il y a eu une transplantation, il a eu une greffe de cartilage qui a suivi des opérations ratées. Enfin, moi j'avais un peu tiré un trait dessus et c'était malheureux parce que à la place des fans des Bulls, je comprends le fait de se dire s'il avait été là, peut-être que le projet aurait tourné différemment et que les Bulls auraient été une équipe régulièrement dans la bonne partie du classement en playoff. Je veux pas lui mettre de pression ou quoi parce que c'est déjà bien de le voir revenir. On a déjà vu malheureusement des joueurs tenter des comebacks après des gros problèmes au genou, type Brandon Roy et pas réussir à tenir sur la distance. Donc j'espère qu'ils vont pas trop insister. Ils vont le ménager un peu au niveau du temps de jeu et que petit à petit il va retrouver un bon niveau. Mais voilà, faut pas trop en attendre dans un premier temps, je pense, et espérer que surtout que son genou tienne la route, parce que c'est un super joueur, tu l'as dit. Hein. Moi au début j'étais un peu saoulé par la hype autour des, des frères Ball avec le père et tout, et je n'arrivais pas à me dire que c'était peut-être un vraiment très très bon joueur de basket. Aux Lakers, il n'a pas tellement eu le temps et l'occasion de se mettre en valeur, et c'est après, par contre, à New Orleans et à Chicago. Franchement, c'était super. Il commençait vraiment à être un des meneurs les plus réguliers de la ligue avec un tir à 3 points fiable, une belle défense. Moi, il me rappelait Jason Kidd, qui est mon joueur préféré, donc forcément, toute proportion gardée, bien évidemment, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là. Ouais, Et dans le profil. j'aimais bien la manière dont il se comportait. En dehors, il est plutôt low profile, j'aime bien aussi. Donc, je lui souhaite le meilleur. Hein. Ça fait très longtemps, quand même, 14 janvier 2022. J'espère qu'il va réussir à revenir là où d'autres ont échoué avant lui, quoi. Ouais, Jonathan Isaac, après, je me souviens plus quelle était la blessure exacte de Jonathan Ah, il Isaac. a enchaîné les trucs, lui aussi, il a enchaîné les trucs. Mais tu vois, quasiment 3 ans sans jouer, et puis aujourd'hui, finalement, on se dit que c'est quand même un joueur important d'Orlando. Après, voilà, tu as raison, Lonzo, faut attendre, hein, faut voir déjà s'il peut jouer la pré-saison, puis s'il peut jouer pendant la saison, puis s'il arrive à enchaîner, enfin bref. Ouais. Puis même s'il arrive à enchaîner, j'imagine qu'il lui faudra du temps avant de retrouver un. C'était déjà son problème en fait à New Orleans et Chicago et même à Los Angeles, c'est qu'en fait, dès qu'il était bon, il finissait par se blesser et quand il revenait, il avait perdu tout le rythme, il fallait se remettre dedans, puis ça, il se remettait dedans, il recommençait à trouver son adresse, etc. Et puis bim, il se reblessait quelque part. Donc bon, il y a encore du chemin, mais il y a encore beaucoup de chemin même, je dirais, mais c'est déjà une bonne nouvelle. Moi, un peu comme toi, c'est un mec, je pensais même pas qu'on le reverra en NBA. S'il joue pas en Big Baller Brand, ça devrait aller. Je pense qu'il a des Ouais. chances de tenir la route physiquement. Et il y a des vraies interrogations sur est-ce que bon après on n'aura jamais la réponse, mais est-ce que le rythme intense et beaucoup trop jeune imposé par son père à lui et la Melo Ball, plus les chaussures de merde qu'il leur a fait porter, est-ce que ça joue sur les blessures à répétition de Lonzo et de la Melo, hein, Melo, il se fait des chevilles toutes des les 2 problèmes aux semaines. Ouais. chevilles. La Melo, il se blesse tout le temps. Voilà, il y en a un qui se demande. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Bon, on n'a pas la réponse. En tout cas, il a quand même. Il avait dit qu'il aurait une famille de champions. Il a quand même envoyé 2 de ses fils en NBA. Bon, on Non, peut c'est pas. impressionnant. Ça, il n'y a pas à dire. Puis là, depuis, il s'est effacé, donc Ouais, il n'a pas continué de. Alors, bon, il aurait pu. La Melo, il est quand même encore, malgré les blessures, il est quand même plutôt c'est un sur le devant de la All-Star. scène à Charlotte. C'est un All-Star. Non, ça, là-dessus, il a fait le job, quoi. Allez, on termine avec le trade entre Sacramento et San Antonio, un trade plutôt mineur pour l'instant, en tout cas a priori, avec Jalen McDaniels qui est envoyé, c'est Jalen, hein, c'est bien ça, c'est Ouais, Jalen, celui des Timberwolves, et ça. donc Jalen McDaniels qui est envoyé à San Antonio en compagnie d'un second tour de draft. Euh, Grosso modo, un move pour San Antonio. San Antonio ne va même pas garder McDaniels, Ouais, il hein, va il être va, il coupé, va être ouais. coupé. Donc San Antonio rend service à Sacramento et en échange récupère un second tour de draft. Pourquoi je dis rend service? Parce qu'a priori, Sacramento, l'idée c'est de libérer une place dans l'effectif pour éventuellement un trade plus grand à venir. Ouais, bah alors du coup, je me suis posé la question, j'ai du mal à savoir quel type de joueurs ils peuvent déjà faire venir et lesquels ils voudraient faire venir. Parce que, bon là tu libères un spot, mais ouais, peut-être je sais pas si tu as vu un peu, si tu as imaginé quelque chose ou pas, mais Bon, alors les noms qui circulent, Théo nous avait soufflé Ingram et Zach LaVine. Zach LaVine, maintenant qu'ils ont signé DeRozan, j'arrive pas à savoir. Ingram, je pense que tu sais, ce serait quand même comique que tu retentes de faire ce que Chicago n'a pas réussi à faire. Au passage, il y a une autre info sur Sacramento, c'est que Fox n'a pas signé l'extension
Il a décidé d'attendre l'an prochain. Donc voilà, pour l'instant, peut-être il attend de voir qui vient. Pour un plus gros deal, ouais, c'est ça, pour Ouais, et puis les aussi, 300 millions, c'est ça. exactement. Pour les Kings, il y a un atout clairement à échanger, c'est Kevin Huerter, c'est le contrat de Kevin Huerter. Faudrait que je regarde à combien est celui de Brandon Ingram. Je pense que c'est le genre de trade qui peut être fait en cours de saison. S'il y a une équipe, tu vois, Ingram, il est à 36 millions, il est en expiration de contrat. A priori, les Pelicans vont peut-être pas le re-signer. Peut-être même ils se posent la question de le libérer, tu vois, pour faire jouer Trey Murphy, qui lui aussi est susceptible de signer une extension à un moment. Donc, alors Ingram serait quand même pas facile à mettre en place parce qu'il faudrait balancer aussi Malik Monk. Je pense qu'il faudrait faire un double de Kevin Huerter et Malik Monk. Et là, tu pourrais éventuellement récupérer Ingram. Est-ce que même ça affaiblirait ton banc? J'arrive pas à savoir. C'est ça, c'est Mais pour ça pour que le c'est coup, pas tu as trop vraiment signé 4 ça. joueurs forts. Tu es dans l'idée de même 5. Tu as l'idée de former un 5 très fort avec Fox, DeRozan, Murray, Ingram et Sabonis. Ouais, à la place de DeRozan, si c'est Lavine qui vient, je me dis, je viens de me barrer de Chicago, on se marchait parfois un peu dessus. Non, je verrais plus quelque chose comme Brandon Ingram, qui est un joueur à relancer. Bon, Lavine, entre guillemets, est peut-être un peu aussi à relancer, parce qu'il a eu la blessure, mais Ingram, ça pourrait le faire, parce que je suis persuadé que c'est un joueur qui est pas celui qu'on voit. Il a encore un niveau supérieur à celui qu'on voit parfois aux Pelicans. Je pense qu'il a quand même il a des soucis au niveau de la constance, de l'implication et tout, ça se voit, parce qu'il peut passer d'un niveau stratosphérique à celui d'un joueur qui a l'air déprimé sur le terrain et dans un effectif. Après, voilà, New Orleans, c'est une organisation particulière. Hein. Tony Allen te dira que c'est la pire organisation de toute la NBA. Mais donc, c'est peut-être juste quelqu'un qui n'a pas encore trouvé l'endroit idéal. Ça arrive aussi, ça. Il y a des joueurs qui ne peuvent pas fonctionner partout, donc pourquoi pas chez les Kings, ça ferait pas de mal un peu plus de talent. Mais bon, l'arrivée de DeRozan était déjà un bon coup, même si je me demande encore comment tout va fonctionner. Mais c'est au niveau du timing, juste avant la saison, de tenter un truc comme ça, si ça se fait, hein, évidemment. C'est curieux et intéressant aussi. Moi, je pense que ça peut pas être avant le coup d'envoi de la saison, ça m'étonnerait beaucoup. Je pense que c'est se libérer une place dans l'effectif pour se dire, OK, on sait que là, notre roster est pas tout à fait terminé et on se laisse une opportunité dans les mois qui viennent ou dans les semaines qui viennent. Tu vois, ça peut être en décembre, il y a des trades en décembre. À partir du 15 décembre, c'est la date à laquelle les joueurs signés peuvent être transférés, signés pendant l'intersaison, peuvent être transférés. Généralement, le moment où il y a quelques trades. Anunoby, c'est arrivé fin décembre, par exemple, je crois, pour les Knicks. Tu vois, c'est le genre de moment en décembre. OK, les équipes ont eu 2 mois pour évaluer leur effectif. Elles sont un peu plus en position de décider est-ce qu'elles veulent aller dans telle direction ou telle direction. C'est le moment où il peut y avoir des échanges. Ouais. Tu vois, comme pour New Orleans, comme pour Sacramento, tu vas se dire, OK, est-ce que New Orleans se dire, est-ce que ça marche avec Ingram? Non, est-ce qu'on veut plus? Sacramento se dire, est-ce qu'on a besoin d'Ingram? Ça peut être un autre joueur qu'Ingram. Il y aura peut-être d'autres joueurs, tu vois, d'autres situations qui vont se débloquer ailleurs. Peut-être un joueur moins fort d'ailleurs, mais juste un bon joueur de rotation qui leur servira mieux que Huerter, qui est un peu en perte de vitesse, ou qu'il y aura un autre profil tout simplement, maintenant que DeRozan est là. Donc voilà, tout ça, c'est à voir. Je pense pas que ça sera là maintenant, juste avant le coup d'envoi de la saison. Je pense que tout le monde a un peu envie de voir maintenant ce qu'il a entre les mains. Et puis à voir ce que ça donne du coup par la suite. Ouais. On va peut-être s'arrêter là. Comme tu l'as signalé, le podcast d'hier est toujours disponible. On a parlé de Dallas, on est revenu, on a vachement abordé le cas des Mavs justement sur la saison à venir, se demander est-ce qu'ils étaient un peu sous-cotés, quelles pouvaient être leurs lacunes ou leurs limites. Donc allez checker ça, c'est avec Théo et évidemment avec Shai. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. À demain. Ciao à tous.